engagement. Je serai très court. Juste Juste une petite remarque sur le remarquable exposé de mon ami Luc. Il y a un domaine, me semble-t-il, qu'il n'a pas évoqué et où la pharmacie doit absolument investir ce domaine, c'est celui des dispositifs médicaux, parce que c'est un domaine, un chiffre d'affaires qui aujourd'hui est supérieur à celui des médicaments, qui va de produits très simples, brosse à dents, abaisse-langue, mais à des produits qui sont technologiquement beaucoup plus complexes que le médicament, et les innovations thérapeutiques sont dans ce domaine. Donc je crois que nous devons impérativement investir ce domaine, que ce soit à l'hôpital ou à l'officine. Merci pour ta réaction. Tout à l'heure, il répondra à l'idée de démocratisation de l'accès à la FIP. Madame Souleymani, Rachida Souleymani, je voudrais quand même vous la présenter avant qu'elle prenne la parole. Beaucoup la connaissent. Elle est médecin pharmacologue, toxicologue, professeure de pharmacie clinique. Elle est experte dans le domaine des vigilances sanitaires, justement, au plan national et à l'international également. Vice-présidente de la Commission nationale de transparence à l'ANAM, qui est l'organisme d'assurance maladie au Maroc. Elle est, au niveau de l'OMS, membre de l'Advisor Committee for Safety of Medicinal Products, les produits de santé. Elle fait partie de plusieurs sociétés savantes dont elle a été, pour certaines, membre fondateur. Elle est notamment membre fondateur, présidente également de la Société africaine de pharmacovigilance, membre fondateur, présidente de la Fédération maghrébine de toxicologie. Elle est membre de la Société marocaine de pharmacovigilance. Elle est membre fondateur également de la Société marocaine de toxicologie clinique et analytique. Madame Souleymani a également participé comme co-auteur à l'élaboration de plusieurs guides pour l'OMS. Elle est auteure et co-auteur de plus de 800 articles dans des revues nationales et internationales indexées. Et bien évidemment, c'est la directrice du Centre national de pharmacovigilance et elle est très particulièrement ouverte à faire des ponts, à créer des ponts. Elle est à l'écoute des pharmaciens. Je sais qu'elle a élaboré cette année un cours approfondi sur médicaments et allaitement et qu'elle a des propositions à nous faire pour l'avenir, d'ailleurs qu'on va garder pour la deuxième session, si vous permettez. Madame Souleymani, la présentation de Luc Besançon, vous interpelle-t-elle et à quel niveau ? Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Je vous remercie énormément pour cette belle présentation et qui nous a donné qui nous a conforté un peu sur le rôle que nous souhaitons pour le pharmacien marocain et sur le rôle que le pharmacien doit jouer en tant que professionnel de santé à part entière. Votre présentation m'a interpellée à 3 niveaux. Le premier niveau est de nous repositionner au niveau du Maroc, comparativement à ce que vous faites au niveau de pays, la plupart des pays que vous avez mentionnés, malgré tout, c'est des pays assez développés. Et donc, on aurait pu penser que c'est dans les pays en voie de développement ou dans les pays émergents où on a le plus besoin que le pharmacien joue ce rôle de professionnel de santé actif. Au Maroc, par exemple, nous savons que la couverture des pharmaciens, la couverture de la population par les pharmaciens est beaucoup, beaucoup plus importante que la couverture de la population par les médecins. Donc, on a un vide de couverture sanitaire dans certaines régions éloignées, alors que le pharmacien est présent. Et en même temps, au Maroc, on voit qu'il y a un gouffre qui existe aujourd'hui entre une théorie très rigide en réglementation sur le rôle du pharmacien, ce qu'il doit délivrer, ce qu'il ne doit pas délivrer, etc. C'est très, très rigide, assez serré, mais un laxisme énorme au niveau réalité, parce que dans la réalité, le pharmacien, presque il est livré à lui-même, et donc il donne les médicaments indépendamment de ce qui est mentionné au niveau de la réglementation. Et depuis que je fonctionne, moi, au Maroc, dans le centre de pharmacovigilance, depuis maintenant plus de 25 ans, on n'a pas vu une liberté dans ce rôle du pharmacien. On est resté encore rigide par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'évolution. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est
Quand on veut justement donner ce rôle aux pharmaciens d'officine, qui prend le leadership? Est-ce que c'est les pharmaciens et le corps de pharmaciens lui-même, ou plutôt c'est les autorités sanitaires qui doivent le faire? Ou bien justement c'est les leaders d'opinion qui doivent un petit peu faire infléchir les autorités sanitaires pour imposer un rôle beaucoup plus actif du pharmacien d'officine? Et la troisième interpellation de votre présentation, c'est quand on veut justement installer ce genre de choses et on veut donner aux pharmaciens ce rôle, quelles sont les résistances à vaincre et quels sont les mécanismes à mettre en place? On sait qu'il doit y avoir des résistances, particulièrement des médecins, parce qu'ils vont croire qu'on va leur prendre une part de leur... Et comment ça se passe? Est-ce que c'est des contrats qu'on fait justement entre médecins privés et pharmaciens d'officine, ou bien c'est des contrats que doit faire le ministère de la Santé avec les pharmaciens d'officine comme structure sanitaire? Merci pour les questions. Je vais répondre aux 4 questions. En matière pourquoi est-ce que mon propos n'a pas couvert le Maroc? Parce que je pense que les experts du Maroc, ils sont dans cette salle. Moi, je ne vais pas me substituer à vous en disant c'est quoi les solutions qui sont les plus applicables au Maroc. L'idée, c'est juste de donner des idées et que vous puissiez voir l'applicabilité, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre au quotidien. Alors, le cadre réglementaire qui diffère de la réalité, c'est dans beaucoup de pays. On voit, c'est pas que au Maghreb, même dans beaucoup de pays développés, c'est le cas. L'idée aussi, c'est de savoir est-ce que c'est un problème de mise en œuvre de la réglementation? Est-ce qu'il y a assez, par exemple, de pharmaciens inspecteurs? Est-ce que la réglementation est encore intéressante? Est-ce que la réglementation continue à servir les intérêts de la population? En matière du leadership pour le changement, qui prend le rôle de leader dans le changement? En fait, souvent, on voit que c'est une coalition qui regroupe les associations de pharmaciens, les autorités ordinales, le ministère. Souvent, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau même national, on n'a jamais défini quel était le rôle attendu de la structure officine. On voit que la structure officine, elle est responsable de la dispensation des médicaments, mais au-delà de ce rôle-là, quel est le rôle que l'on veut donner à l'officine dans le système de santé? Et il y a très peu de pays dans le monde qui ont réfléchi à ça, qui ont dit, moi je veux que ce soit une porte d'entrée dans le système de santé. Moi je veux que ce soit un centre de vaccination. Souvent, en fait, la loi a été un ajout de responsabilité sans forcément penser à la cohésion, l'objectif de santé publique qu'on a défini. Alors, par exemple, dans certains pays, c'est le cas, par exemple, de l'Espagne, la pharmacie d'officine est définie comme une structure privée à vocation de service public sanitaire. C'est de définir finalement quelles sont les attentes du gouvernement. Parce que si le gouvernement ne dit pas qu'est-ce qu'il veut du pharmacien, c'est difficile pour le pharmacien de répondre en disant « moi je suis prêt à faire ça, je suis prêt à faire ça ». Le troisième élément, c'était en fait la difficulté de la mise en œuvre. La mise en œuvre, elle est toujours difficile parce qu'on fait du changement de pratique, on a la résistance, légitime dans certains cas, aussi parce que changement, c'est de se mettre en difficulté. Donc on voit souvent qu'il y a une nécessité d'incitation économique, financière, une incitation, une valorisation positive de ceux qui ont le changement. Ça peut être reconnaître le rôle du pharmacien ou les 100 premiers pharmaciens qui ont mis en place cette activité. C'est aussi donner les bases d'éducation, de formation pour mener à bien ces nouvelles activités et un cadre réglementaire. Donc en fait, on a vu que les exemples assez précis, c'était vraiment des petites échelles de pilotes pour déjà définir dans un environnement propice les choses qu'il faut changer, les choses qu'il faut modifier. Une fois que ça c'est assez validé et avec des mesures de l'efficacité de ce projet, on va ensuite pouvoir l'élargir à l'ensemble. Donc c'est vraiment passé par une phase pilote qui regroupe 100 à 200 personnes qui sont souvent les plus motivés de notre profession, ceux qui sont présents dans les conférences, ceux qui sont volontaires pour le changement. Ça permet de voir si réellement le projet il est adapté à la situation locale. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir refaire. En matière de représentativité et de démocratisation de la FIP, c'est vrai qu'on constate qu'on a des difficultés en tant que FIP d'intégrer un certain nombre de nos confrères, pas seulement juste du Maghreb. On est content par exemple que l'année dernière, la Fédération algérienne de pharmacie a rejoint la FIP en tant qu'une organisation membre pour justement bénéficier de notre soutien. Actuellement, on a une personne à temps complet qui est en charge du soutien des associations membres, que ce soit
des associations francophones, anglophones ou d'autres langues, c'est-à-dire qu'au sein de notre organisation, on a toutes les religions, sauf le judaïsme, et on a toutes les langues qui sont parlées les plus importantes actuellement, pour justement aller au-delà de ça, de ces barrières qui sont légitimes, qui sont des barrières de langue, des barrières économiques et autres. On a vu que dans un certain nombre de pays, même le ministère de la Santé soutient l'adhésion des ordres par une activité économique, par une subvention, pour justement que l'ordre, à travers l'ordre, le pays puisse bénéficier d'un soutien de la FIP. On travaille actuellement avec le Brésil, on a travaillé avec le Cameroun, avec l'île Maurice, par exemple, pour les pays qui sont pas trop loin du Maroc et de l'Algérie, pour justement, dans leur révision de leurs lois pharmaceutiques, pour faire en sorte que les lois pharmaceutiques intègrent les objectifs de santé et qu'on puisse aider à ce que la loi soit optimale. Non pas en définissant ce que la loi doit être, mais en aidant les ordres ou les associations dans leurs propositions, à l'instar de ce que vous avez fait avec la commission conjointe qui regroupait l'ensemble des professions. Merci pour donc d'avoir clarifié que la FIP peut aussi venir en support pour aider à la construction de textes pour préparer justement aux autres missions. Alors, Jamal Tofir, je pense que ça t'a interpellé cette présentation. Je voudrais vous présenter Jamal Tofir, que beaucoup connaissent parce qu'ils l'ont eu comme enseignant. Moi, je vous dirais que je le connais de longue date. Je n'ose pas dire le nombre d'années puisque nous étions internes dans le même lycée, à Meknes. Alors, Jamal Tofir est parti avec un parcours très, très, très exceptionnel de l'officine pour se spécialiser, se former et devenir ce qu'il est, professeur agrégé, maître de conférences de chimie thérapeutique à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Il est lauréat de son diplôme, il a obtenu, comme je vous l'ai dit, sur les mêmes bancs que notre ami Jalal à Clermont-Ferrand. Il a eu un prix de thèse de la Société française des docteurs en pharmacie. Il a assumé, bien évidemment, pendant un certain nombre d'années, la fonction de directeur de la direction du médicament et de la pharmacie. Il est directeur du Centre d'études doctorales des sciences de la vie et de la santé de l'Université Mohamed V à Rabat, vice-doyen, donc chargé de la pharmacie actuellement, enseignant-chercheur, et à son actif plus d'une centaine d'articles dans des revues internationales indexées. Il a encadré plus de 200 thèses, PhD ou bien des thèses d'exercice. C'est l'avant-gardiste en termes de formation pharmaceutique continue, puisqu'il a mis en place le certificat, on l'a évoqué, comme Gilles Olagnier l'a évoqué, le certificat universitaire sur les dispositifs médicaux, et donc il a anticipé, et c'est une bonne chose, puisque la loi a été adoptée au Maroc tout récemment. Il a mis en place également un diplôme universitaire de pharmacie clinique. On lui doit également un ouvrage précis de chimie thérapeutique, et également pas moins de 8, il a formé en tant qu'encadrant, pas moins de 8 enseignants universitaires à cette même faculté, dont 4 professeurs agrégés. Donc voilà pour vous présenter Jamal Tofir. Et donc ta réaction sur la présentation de la FIP, qu'est-ce que ça te parle? Parce que nous avons une deuxième session. Je passerai très brièvement la parole à Jalal qui a envie de réagir aussi. La deuxième session qui va l'interpeller encore plus, c'est sur la formation continue telle qu'on l'a évoquée. Et certainement, donc, en fin de parcours, on va lui poser la question, à moins qu'il veuille, par rapport à ça, comment se prépare l'université à Rabat pour faire face aux futures missions du pharmacien? Jamel. Merci Najia pour cette présentation. Donc vous voyez que j'ai 2 camarades, Najia, que je connais depuis, je ne peux pas dire le nombre d'années, hein, ça fait beaucoup, et puis Abdallah avec qui je ne dis pas le nombre d'années non plus. Voilà, donc je voudrais réagir un petit peu à tout ce qui s'est dit à l'intervention brillante de notre ami Luc Besançon, pour vous donner un petit peu le point de vue de la faculté, donc le point de vue académique. Alors vous savez qu'on accuse souvent la faculté d'être un petit peu enfermée dans sa tour d'ivoire et de produire de la connaissance pour elle-même et de s'auto-entretenir. Peut-être par le parcours que tu as expliqué, comme j'ai fait de l'officine, donc je suis pharmacien avant tout, et donc j'ai fait beaucoup d'officines,
j'ai fait un peu de grossisterie, je suis pharmacien d'industrie et j'ai fait aussi quelques mois en biologie. Donc ce parcours m'a permis un petit peu d'ouverture. Et comme cette année, c'est le 30e anniversaire de notre faculté, donc de la section pharmacie, de la filière pharmacie chez nous, donc c'était le moment d'entamer la réflexion sur la réforme. En fait, cette réflexion a commencé en 2006 et elle a été réinitialisée en 2013 et donc on a démarré cette année en septembre 2015 donc le nouveau système. Alors pourquoi ce nouveau système? Et c'est pour illustrer un petit peu ce qu'a dit notre ami Luc. Pour réformer la pharmacie, bon, on aurait pu le faire de manière académique, comme je vous l'ai dit, en nous enfermant dans des bureaux. On a préféré réunir toutes les instances professionnelles, syndicales ou ordinales, et donc toutes les composantes, et on a discuté avec tous nos collègues sur le profil du pharmacien. Donc on est sorti avec des profils de pharmaciens selon les différents métiers. À partir de là, la commission pédagogique pharmacie de la faculté a traduit ceci en référentiel des compétences, c'est-à-dire pour tel profil, que doit savoir faire, que doit savoir et comment doit être le pharmacien. Et donc ensuite, on a traduit ça en programme et on est descendu en modules, donc on a articulé sur un certain nombre d'années. Donc on n'est pas resté dans la théorie ou entre nous, on a fait un travail de prospective en disant quels sont pour les 30 années à venir nos besoins en pharmacien, comment doit être formé ce pharmacien, quel est le contenu, etc. Alors tout ceci a été couronné par, je vous parle un petit peu jargon réglementaire, par un cahier des normes pédagogiques pharmacie qui a été adopté donc sous forme d'arrêté cet été, donc l'été dernier, qui nous a permis de lancer la réforme, et puis donc par un descriptif complet de toute la formation, des 6 années de formation, parce que maintenant la formation de pharmacien c'est 6 ans, donc adapté aux besoins du pharmacien dont a besoin le Maroc pour les 30 années à venir. Donc à partir de là, nous avons surtout, je vous passe un petit peu les détails, les 2 choses intéressantes les plus importantes, c'est que maintenant c'est l'accès post-bac, donc on accueille les gens à partir du bac pour les couler dans le moule de la pharmacie. Deuxièmement, on a mis une 5e année hospitalo-universitaire, ce qui est une révolution chez nous. Alors cette 5e année hospitalo-universitaire, donc les étudiants vont passer 6 mois à l'hôpital et dans des services cliniques, pas à la pharmacie, pas au sous-sol, dans des services cliniques. Et donc ils vont être maillons essentiels de la chaîne des soins. Donc ils vont être sous l'autorité d'un médecin clinicien, donc d'un médecin chef de service, et ils vont participer aux soins. Alors quel va être le rôle? Maintenant, c'est précisé dans le livret, quel va être le rôle de ce pharmacien? Le rôle de ce pharmacien, c'est de faire les soins pharmaceutiques, la pharmacie clinique, c'est-à-dire que le médecin va prescrire et le pharmacien va mettre en musique. Il va dispenser en fonction de l'état du malade, en fonction de ce qu'il a de disponible, en fonction de l'état de son foie, de son âge, de l'état de son cœur, de ses reins, etc., etc. Et donc, il va optimiser le traitement. Et donc, il va être reconnu à l'intérieur de ce... Alors, ça me permet aussi de répondre à quelques soucis qui ont été soulevés. Ça nous a amené à travailler avec le CHU, donc avec le directeur du centre hospitalier et de Rabat, et avec tous les pharmaciens du CHU. Et donc, nous sommes sortis avec un livret d'une 30aine de pages expliquant quels étaient les droits, les devoirs, les missions du pharmacien, etc., pour qu'il puisse s'intégrer dans cette chaîne de soins et qu'il n'y ait pas de réaction de rejet comme l'a craint Rachida. Et donc, nous allons commencer en 5e année, donc cette année c'est la première année, mais nous sommes en train de préparer le terrain et je vous annonce que parmi les choses que nous avons en projet, nous avons ouvert un poste de pharmacien clinicien, le premier au Maroc, donc bientôt le concours va avoir lieu donc, dans les jours qui viennent, et donc ça va nous permettre d'implémenter de pratiquer la pharmacie clinique à l'hôpital. Et on va prendre des services pilotes qui sont ouverts, parce que vous savez qu'il y a des médecins qui sont par nature plus ouverts que d'autres, qui sont plus proches du pharmacien, et on va prendre cela comme modèle pour essayer d'introduire le pharmacien dans cette chaîne de soins. Le directeur et son staff sont convaincus, parce qu'on leur a expliqué qu'un pharmacien dans le circuit, c'est la sécurité, c'est l'efficacité, et c'est des économies. Donc avec ça,
on va lui faire peut-être faire 50% d'économie sur son budget médicaments et sur son budget DM. Donc voilà un petit peu. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Qu'est-ce qu'il faut attendre des autorités, etc. Moi, je vous dis, n'attendez rien. Parce que tout ce que nous avons fait, c'est nous qui l'avons fait. Même les arrêtés, c'est en partie nous qui... Bon, je ne veux pas dire moi, c'est en partie nous qui les avons rédigés. Et nous avons milité avec un argumentaire. On leur a même écrit l'argumentaire pour qu'ils puissent les défendre auprès des autres structures, auprès des autres ministères. Donc, il faut prendre les choses en main. Malheureusement, la seule fois où alors il faudrait avoir un ministre de la Santé pharmacien, mais la seule fois où les choses ont à peu près avancé, c'est quand on a eu un ministre qui n'était ni médecin ni pharmacien. Et Rachida en sait quelque chose, c'est là où il y a eu une structuration, un début de structuration de ce ministère. Donc n'attendez rien de ce côté-là. Alors, je parlerai tout à l'heure de formation continue, mais je peux vous dire que j'abonde tout à fait dans le sens du professeur Gilles Olanier. Les DM sont essentiels. La preuve, c'est qu'en 1997, j'avais sorti la circulaire 2 et la circulaire 3 qui concernent les DM, et on les avait classés, et c'était un an avant qu'il y ait la réglementation européenne. Donc on était un peu visionnaire et en avance. Donc j'ai les dates. C'était en février 1997, et je crois que la directive européenne, elle date de juin 1998, ici, il me semble, à quelques jours près. L'application, tout à fait. Donc voilà pour ce qui est des DM. Donc nous avons lancé le CU des dispositifs médicaux en 2007. Et donc nous avons formé quelques pharmaciens. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Et c'est dommage parce qu'il y a un créneau à investir énorme pour les pharmaciens. Voilà. Merci beaucoup, Jamel, pour cette transition justement de l'évolution des tendances de la profession à travers le monde et comment l'université, et surtout Jamel, qui est prospectiviste, il nous l'a toujours démontré, il se prépare justement vers la pharmacie marocaine de l'avenir en termes de formation au Maroc. Effectivement, tu as été un des premiers à interpeller sur les dispositifs médicaux, et Hussein Louardi, qui était notre ami doyen avec qui nous avons travaillé énormément sur Casablanca, avait été sensibilisé justement sur les dispositifs médicaux parce que c'était initié par Jamal Tofir. Et dès 2012, en discutant, quand il venait de prendre ses fonctions, on lui a demandé que les pharmaciens attendaient des signaux forts sur leurs prérogatives, tant au plan du médicament qu'au plan des dispositifs médicaux. Et dès le début de son mandat, le deuxième mois de son mandat, en octobre 2012, il a fait plancher ses services sur un texte sur les dispositifs médicaux. Il a accéléré sa parution parce que le texte était prêt, c'est la loi 84-12 qui était déjà préparée depuis une décennie. Dès les 2 premiers mois, il a pris ça et il a donné un coup de fouet là-dessus et sorti également les circulaires pour que les cliniques aient des pharmaciens conventionnés. Et la pharmacopée. La pharmacopée, on l'attend avec impatience, donc sur les dispositifs. Merci donc de nous avoir présenté la réforme des études. Alors, puisque tu as fait la transition, j'informe la régie qu'il y a un petit changement. Nous garderons donc notre ami Jamel pour la fin, à ce moment-là, pour conclure sur la thématique de la formation continue. Il y a des présentations. La première, c'est celle de M. Luc Besançon, qui va encore nous entraîner sur un panorama sur ce qui se passe au plan mondial. Il sera relayé par une institution qui pratique depuis plus de 60 ans la formation continue, que sont les UTIP, avec Nassima, que je vais vous présenter, Nassima Ousder, et relayé après par Gilles Olanier, qui va nous faire un tour d'horizon de quelque chose d'extrêmement complexe, et ça va être très difficile pour lui de simplifier et nous faire comprendre comment est organisé, financé, qui fait quoi au niveau de la formation continue en France. Et enfin, nous clôturerons avec qu'est-ce qui nous est offert, que nous proposent les universités, aussi bien Madame Soleimani que Monsieur Jamal Tofir, que j'inviterai à nous présenter les DU ou les 3e cycles que vous comptez mettre en place. Alors, je voudrais passer donc à la 2e session. La régie, c'est bon ? J'appelle donc Monsieur Luc Besançon pour cette 2e session concernant la formation continue à travers le monde.
S'il y a les diapos, ça serait bien. Ne vous inquiétez pas, c'est la deuxième et dernière. Après, vous aurez d'autres intervenants qui seront différents. Parfait, merci beaucoup. Ok, aujourd'hui, pour la deuxième partie, je vais vous faire un bref tour d'horizon de la formation continue et de développement professionnel continu des pharmaciens. Pour vous rappeler, on a commencé à parler de ça comme étant une obligation, un rôle attendu du pharmacien, de nouveau dans les lignes directives de la FIP et de l'OMS sur les bonnes pratiques pharmaceutiques. C'était le rôle numéro 3. Qui disait maintenir et améliorer les performances professionnelles avec, pour la fonction numéro A, programmer et mettre en œuvre des stratégies de développement professionnel continu pour améliorer les performances actuelles et futures. Ça a été adopté en 2012. Un petit peu avant, en 2002, la FIP avait adopté ce qu'on appelle une déclaration relative à nos normes professionnelles qui traitait justement de ce sujet. En fait, on a défini le développement professionnel continu comme la responsabilité qu'ont les pharmaciens de veiller à maintenir, à développer et à élargir systématiquement leurs connaissances, compétences et attitudes. Donc ce n'est pas juste la connaissance, mais c'est aussi leur applicabilité dans le but d'améliorer la continuité, d'assurer la continuité de leurs compétences professionnelles tout au long de leur carrière. Ça commence depuis la fac jusqu'à la retraite. Pour faire simple, le développement professionnel continu, c'est un cycle continu qui a lieu tout au long de l'année. Généralement, il commence par une évaluation ou une auto-évaluation de notre pratique. Et cette auto-évaluation, elle vise avant tout à dire quels sont les éléments pour lesquels on a besoin de changer. Parce que soit on constate qu'on a des faiblesses, soit parce que c'est des nouveautés pour lesquelles on n'est pas très au courant. À partir de cette auto-évaluation, on va pouvoir définir un plan personnel de formation, c'est-à-dire quelles sont les activités de formation continue que l'on doit mettre en œuvre pour remédier à ces faiblesses que l'on a pu identifier. On participe ensuite à ces activités de formation, qui peuvent être des conférences comme aujourd'hui. On ensuite documente les formations qu'on a suivies, c'est ce qui a été rapporté par exemple par le président de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie à travers le livret de formation continue. Il y a d'autres modèles qui existent. Et puis ensuite, on va évaluer quel a été l'impact du suivi de notre formation. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous savez maintenant conseiller un patient que vous allez vraiment appliquer, mettre en œuvre ces conseils améliorés dans votre pratique quotidienne. Et donc en fait, on part d'un système où en fait une formation continue, c'est quelque chose qui a lieu une fois de temps en temps, à quelque chose, un cycle continu qui permet finalement d'avoir une réflexion sur nos besoins, de changer notre pratique et d'évaluer si vraiment notre pratique a bel et bien été changée par cette activité. Alors en 2014, la FIP a développé un rapport assez complet sur ce sujet. Les messages clés sont aussi disponibles en français et ce rapport est basé en fait sur les données qu'on a recueillies dans 66 pays et de par le monde. Alors en fait, on constate que dans plus de 50% des pays, la notion de développement professionnel continu est déjà mise en œuvre. Dans le reste des pays, on parle plutôt de formation continue. On constate aussi qu'on a une assez grande variété de fournisseurs de formation continue. Alors la principale, dans plus de 90% des pays, ça va être les associations professionnelles, que ce soit les ordres des pharmaciens, les sociétés savantes et autres. On a ensuite en deuxième position les universités, notamment dans les pays où il y a une université pharmaceutique. Les employeurs sont aussi un élément important, notamment dans le milieu hospitalier, mais aussi dans les structures, dans les pays où il y a des chaînes de pharmacie. Dans ce cas-là, souvent la formation continue a lieu en interne. On a ensuite des entreprises privées qui organisent différents événements. Et puis, dans un certain nombre de cas, dans 30% des cas, on va avoir des organisations gouvernementales ou paragouvernementales pour mettre en œuvre ces formations continues.
Alors le financement, on constate que c'est un financement mixte. On a pour une assez grande majorité des cas le pharmacien qui contribue au moins partiellement à ces activités de formation. L'industrie est le numéro 2, c'est-à-dire assez fréquemment associé au financement de cette formation continue. Le troisième, c'est les employeurs et le gouvernement dans certains cas, avec un système assez compliqué à synthétiser au niveau international, puisque chaque pays a des organisations différentes en matière de fourniture de la formation continue et du financement de cette formation continue. Alors en fait, on constate que dans à peu près 50% des pays, les pharmaciens ont une obligation légale de suivre régulièrement une formation continue pour pouvoir continuer à exercer la pharmacie ou pour éviter d'être sujet à des sanctions disciplinaires et notamment une interdiction d'exercer la pharmacie. Alors, dans ces 50% des cas, on constate que cette obligation, elle va être soit validée par un système de points, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez, par exemple, 1 heure de formation continue, vous avez 1 point, vous avez un objectif de points à atteindre d'ici 3 ans, 5 ans ou chaque année. Donc, on a à l'écran la liste de tous les pays qui ont un système sur la base de points. On a un autre système qui est un peu plus complexe, qui est une évaluation des pratiques professionnelles par un pair, donc par un collègue. Et en fait, cette évaluation des pratiques professionnelles, elle a pour objectif, dans une réelle situation, ou dans une situation simulée de soins pharmaceutiques, un de vos confrères va vous juger en disant est-ce que vous avez fait des bons conseils aux patients, comment vous avez interagi, et ça vous permet aussi, là l'objectif c'est pas de dire combien de formations continues vous avez fait, mais de suivre le résultat de votre formation continue. Et le troisième élément, exemple, un livret de formation continue. La Tunisie on n'avait pas reçu les réponses de la Tunisie, c'est pour ça qu'elle est absente, mais donc on pourra rajouter là aussi la Tunisie. Au niveau international, ce qu'on constate, c'est qu'on a un renforcement assez conséquent des obligations de formation continue, que cette formation continue, on passe d'une formation continue à de plus en plus un développement professionnel continu, donc quelque chose qui est plus dynamique, qui implique une introspection finalement des besoins des pharmaciens. Et puis avec l'évolution des rôles et des services des pharmaciens que j'ai pu souligner dans la présentation précédente, c'est plus seulement se mettre à jour des nouveautés scientifiques, mais aussi se préparer pour des nouveaux rôles et des nouvelles fonctions actuelles et futures. Et c'est aussi une façon notamment de préparer ceux qui ont quitté la faculté de pharmacie il y a quelques années pour ces nouvelles fonctions qui, on l'espère, sont aussi intégrées dans la formation initiale. Donc c'était une vision très rapide de la formation continue et je vous remercie de votre attention. Merci Luc Besançon de nous avoir éclairé de manière aussi synthétique sur la formation continue telle qu'elle est structurée à travers le monde. Alors, j'appelle Nassima Osdir à nous rejoindre. Oui. Nassima est pharmacienne. Elle a 15 ans d'expérience en milieu médical au sens large. Dans l'industrie pharmaceutique, en officine, en hôpital. Elle a participé à la gestion de pharmacies à usage interne, notamment sur les médicaments de chimiothérapie et la validation pharmaceutique de ces traitements. Elle a aussi une formation en marketing et gestion des projets qui soient matures, classiques et des projets innovants. Elle a également travaillé dans structure hospitalière au niveau de l'hôpital Cochin, attachée au laboratoire de biochimie. Actuellement, elle est pharmacienne adjointe en officine, mais elle a également eu une expérience en industrie pour la formation des réseaux de vente, formation de chef de produit d'oncologie, chef de produit en cardiovasculaire, contrôle qualité des cellules transfusionnelles lors de son stage hospitalier. Elle détient un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique, un diplôme universitaire en oncologie, en orthopédie. Elle est bardée de diplômes. Elle a un master en management médical. Et actuellement, en plus de sa fonction au niveau de l'officine, elle est trésorière de l'UTIP qu'elle va nous présenter tout à l'heure et de ce que fait l'UTIP. Elle est également membre du CVAO, Comité de valorisation de l'acte officinal, qui est une société savante qui va exactement dans le droit fil de ce qu'a évoqué Luc Besançon, à savoir sur l'amélioration des pratiques. Et elle est également attachée à l'INCA,
en tant que membre de groupes de relecture pluridisciplinaires, ainsi qu'au niveau de la Haute Autorité de Santé en France, notamment pour les guides des parcours de soins, où elle a intervenu là-dedans. Nassima, à toi la parole. Merci Nejia. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'expérience de l'UTIP en termes de formation continue. Alors, je vais d'abord vous présenter le groupe UTIP, qui est une association à vocation d'intérêt général. L'UTIP est composé d'un conseil scientifique, d'un observatoire des pratiques et de comités d'évaluation scientifique qui permettent de valider d'un point de vue pédagogique et scientifique toutes nos formations. L'UTIP propose des soirées d'information. Alors, l'association UTIP propose des soirées d'information, des journées nationales, un congrès national, une veille scientifique très documentée et des outils. Alors, pour répondre à l'obligation de formation DPC, donc 2 filiales ont été créées, FormUTIP et UTIP Innovation. FormUTIP qui s'adresse à toute l'équipe officinale, donc qui va du pharmacien titulaire, pharmacien adjoint et au préparateur, et UTIP Innovation qui est plus spécialisé dans tout ce qui est numérique. Alors, l'UTIP, c'est également 230 responsables qui sont des pharmaciens bénévoles engagés sur 22 régions. Nous avons 45 administrateurs et 10 élus au bureau national. Alors, rapidement, nous avons une couverture nationale donc, sur l'ensemble du territoire et les DOM, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Nous sommes donc une association indépendante, créée en 1952, donc ça ne date pas d'hier, donc par des pharmaciens, pour des pharmaciens. Ça, on y tient beaucoup et c'est important. Donc nous avons 60 sites sur le territoire, donc plus de 35 000 contacts par an. Quelques chiffres pour l'année 2013. Donc nous avons réalisé 250 soirées avec 15 000 participants, donc 15 000 participants pharmaciens, plus de 15 000 journées de formation et enfin plus de 100 programmes différents. Ceci pour l'année 2013. Alors, concernant le champ de l'obligation de formation, il couvre 3 domaines. Celui de promouvoir le bon usage du médicament, qui est le cœur de métier du pharmacien, à savoir donc le bon usage et l'observance du traitement. Celui de préparer et de dispenser. Et enfin, celui d'assurer la bonne prise en charge du patient. Donc, toutes les formations dispensées à l'intérieur de ce cadre sont validées DPC. Ça tombe plutôt bien puisque le champ de formation de l'UTIP justement couvre ces trois domaines. Donc je vous en ai mis un petit peu, je vous ai mis des exemples qui partent de l'hypertension en passant par le cancer du sein, la contraception, les hépatites, l'addiction, etc. Je vous laisserai voir ça sur le site de l'utip.fr pour ceux que ça intéresse. Alors le DPC en pratique, donc, dont la diapo, dont la paternité revient à Monsieur Olanier. Donc je l'ai un tout petit peu modifié. Je vais passer rapidement, juste pour vous dire qu'un programme de formation qui est validé DPC se décompose en 2 étapes. Donc tout d'abord l'évaluation des pratiques professionnelles, où le formé doit consacrer un temps dédié, évaluer ses pratiques professionnelles donc à l'officine, analyser les dysfonctionnements éventuels et ensuite déterminer les actions d'amélioration de façon à les mettre en pratique. Ensuite, l'idéal étant de faire le suivi de ces actions et les évaluer régulièrement. La deuxième étape, c'est le perfectionnement des connaissances et des compétences. Donc là aussi, c'est toujours la même chose, il faut y consacrer du temps. Donc prendre connaissance des supports pédagogiques qui sont donnés par les organismes de formation, comme l'UTIP, s'approprier ces nouvelles connaissances et compétences et tenter de les mettre en application à l'officine. C'est jamais évident, mais le but, c'est justement d'essayer de le faire. Et nous, on est aussi là pour aider les pharmaciens. Enfin, on termine toujours par l'évaluation de l'acquisition des connaissances. Alors, rapidement, 2 mots sur le financement de la formation continue en France. Donc, on a une prise en charge par des organismes gestionnaires différents en fonction du profil du formé. Donc, pour le pharmacien titulaire, on a 2 organismes. Donc, l'OGDPC, qui prend en charge intégralement les formations agréées DPC. Donc, il n'y a pas d'avance de frais. Il y a également, le titulaire perçoit une indemnité de 330 € pour perte d'exploitation, le temps de la formation. On a un autre organisme qui est le FIFPL, qui prend en charge donc, la formation de manière a posteriori.
pas forcément que des formations agréées DPC, et l'UTIP se charge de suivre le dossier jusqu'à remboursement de la formation aux pharmaciens. Ensuite, pour le pharmacien adjoint et le préparateur, nous avons un organisme Actalliance qui prend en charge là aussi de façon intégrale donc toute la formation avec délégation de paiement, donc pas d'avance de frais de la part du pharmacien adjoint ou du préparateur, et l'UTIP se charge justement de transmettre les dossiers à Actalliance. Ça n'est pas une obligation, mais nous on le fait pour tous nos participants. Alors, très rapidement et succinctement, je vais vous présenter la conception d'une formation telle qu'elle est faite à l'UTIP. Donc, nous choisissons nos thèmes sur les évolutions relatives à la santé publique et nous recrutons des experts dans chaque domaine pour concevoir d'abord la formation et ensuite pour former les pharmaciens autour de ces thèmes. Ensuite, les contenus sont validés par un comité scientifique garant de la qualité scientifique et pédagogique. Je vous en ai parlé au début. Ensuite, nous avons, après les rappels sur la physiopathologie et les traitements disponibles, nous avons systématiquement une mise en situation pratique en proposant justement des études de cas cliniques, des commentaires d'ordonnance adaptés à la pratique quotidienne actuelle. Nous éditons également des documents de référence pour tous les pharmaciens, de manière à développer et harmoniser les pratiques professionnelles. Enfin, nous avons des questionnaires d'évaluation ou d'auto-évaluation des connaissances et des pratiques avant la formation et après la formation. Alors, je vais vous présenter les différentes offres de formation du type. Alors, nous en avons beaucoup. Donc, très rapidement, nous avons les stages présentiels, nous avons les e-learning, les DPC à la page qui sont faites en partenariat avec des revues professionnelles. Nous avons des nouveautés qui sont les groupes de pairs appelés UTIP pairs, les formules d'abonnement et enfin les rencontres professionnelles à travers les congrès, la journée nationale de l'UTIP et les rencontres oncologiques de l'UTIP Île-de-France. Alors, les stages présentiels, j'imagine que c'est un concept qui parle à tout le monde. Donc ce sont des formations d'une demi-journée ou d'une journée ou de 2 journées. Qui regroupent des 10 à 20 pharmaciens, donc ce sont des groupes restreints. Les intervenants sont pour la plupart pharmaciens experts dans leur domaine d'intervention. Et enfin, chaque pharmacien se voit remettre un livret support de la formation. L'intérêt, c'est de partager des expériences, c'est partager son expérience donc avec l'intervenant présent, avec les pharmaciens qui sont présents. L'intérêt aussi, c'est la convivialité d'être ensemble et nous souhaitons toujours une pédagogie interactive. J'ai fait une liste de ce qui se fait actuellement, donc les stages qui sont déjà en cours et les nouveautés en 2016. Je vous laisse aller voir sur le site de l'utip.fr si vous êtes intéressés. Alors, qu'est-ce que l'e-learning? Ce sont des formations de DPC qui sont accessibles en ligne, donc qui sont accessibles sur Internet. Là aussi, la pédagogie se veut interactive et les programmes sont conformes aux recommandations de la HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé. Et là également, nous avons des questionnaires d'auto-évaluation des pratiques. Alors l'intérêt, c'est que chacun peut s'approprier le e-learning donc à son rythme. Donc il répartit le temps à sa convenance dans les 4 heures imparties. L'intérêt, c'est aussi pour les pharmacies rurales assez reculées, qui sont loin des grands centres urbains, où les pharmaciens et l'équipe pharmaceutique ne peuvent pas forcément se déplacer dans les centres de formation. Alors là aussi, je vous ai mis un petit listing. Maintenant, une nouveauté, les groupes de pairs, donc UTIP pairs, qui sont le pendant des groupes de pairs qui se font chez les médecins. Donc, il s'agit de regrouper des pharmaciens, donc en général 8 à 15 participants, sur 2 réunions à 1 mois d'intervalle. Donc, on demande aux pharmaciens de venir avec des cas patients ou des ordonnances qu'ils jugent intéressantes ou qui leur ont posé des problèmes, et de venir les partager avec d'autres confrères. Donc on se met en mini-groupe, on parle justement de ces ordonnances et de ces cas patients, et l'intérêt c'est de favoriser les échanges, partager les expériences, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les difficultés, les solutions apportées. Donc se comparer ces pratiques et améliorer ainsi la prise en charge du patient. Donc l'objectif c'est d'aboutir à un consensus à la fin de la réunion, et que chacun parte dans l'idée de mettre en place des actions concrètes d'amélioration
des pratiques dans son officine. Donc je vous laisse aller voir un film qui est assez bien fait, donc sur le site de l'UTIP. Maintenant, concernant le DPC à la page, donc, il s'agit là d'un partenariat avec le Pharmacien de France, qui est une revue professionnelle qui existe depuis 2014. Donc, on propose 3 thématiques par an et dans chaque thématique, nous avons 3 livrets par thème. Chaque livret possède un cours et un questionnaire de pré- et post-évaluation. Donc là, c'est aussi une forme d'e-learning. L'avantage, c'est qu'effectivement, le pharmacien titulaire, puisque c'est essentiellement à lui que cela est adressé, peut le faire de son bureau ou de la maison. Et pour les gens qui sont toujours accrochés à la formule papier, donc c'est quelque chose qui reste intéressant. Et enfin, je finirai sur la formule de l'abonnement, donc la formule Zen notamment, où on propose, je dirais, des cas très pratico-pratiques, où on a 80% justement de pratique et 20% de théorie, et où on propose des commentaires d'ordonnance, des cas d'automédication, du management à l'officine pour les titulaires. Donc en général, c'est une formation pour l'équipe officinale tous les mois ou tous les 2 mois, c'est 6 formations pour les titulaires. Et si on prend la formule Zen par exemple, pour ne citer qu'elle, vous avez droit, si vous voulez, donc tout ça ce sont des formations DPC, et vous avez droit à bénéficier des stages présentiels ou des e-learning. Voilà, donc l'intérêt c'est de bien choisir sa formation, donc en fonction de ses besoins personnels, en fonction des besoins de l'officine et en fonction de ses disponibilités. Alors, je vais aborder les rencontres professionnelles assez rapidement, même si c'est des choses extrêmement intéressantes. Donc, nous avons mis en place les journées nationales de l'UTIP. Donc, je passe rapidement. Nous en avons fait 8 éditions, dont certaines, j'en ai cité juste 3, donc abordant le cancer, le rein, la PMA, donc la procréation médicale assistée. Ce sont des journées de très grande qualité où participent des experts, d'éminents spécialistes, des personnalités, des institutionnels. Ça ne rentre pas dans le cadre des PC. L'objectif, c'est de sensibiliser et d'impliquer le pharmacien sur des thématiques innovantes et des priorités de santé publique. Et je ne vous cache pas que c'est aussi de démontrer, s'il le fallait, le niveau de qualité et de compétence du pharmacien d'officine. Je passe sur les rencontres oncologiques UTIP Île-de-France, qui elles aussi sont de très grande qualité. Et juste d'un mot sur le congrès des pharmaciens, donc qui a lieu de manière annuelle. Le congrès se prête justement à des sessions de formation validantes DPC, où je dirais que c'est une autre façon de se former également, c'est aussi très convivial, c'est intéressant. Je finirai sur les partenariats institutionnels. Alors je vous laisse juste voir avec quels partenaires nous travaillons. Ça part du ministère de la Santé, en passant par l'Agence du médicament, le CESPharm, l'Ordre, la Haute Autorité de Santé, l'Académie nationale de pharmacie, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ça puisque je pense que je suis tenue par le timing. Je donnerai juste 2 exemples. Donc, le partenariat avec l'Ordre des pharmaciens avait donné naissance à la première formation qualité qu'on appelle le PRAC, qui a été une révolution à l'officine puisque ça a été la première fois où on demandait une élévation des exigences des pratiques officinales. La deuxième collaboration importante avec l'Ordre, ce fut pour le DP, le dossier pharmaceutique, qui correspond, si vous voulez, au suivi du traitement, du suivi informatique du traitement du patient. Donc là, l'UTIP a formé les pharmaciens au DP pour pouvoir valider ce qu'on appelait le recueil du consentement éclairé. Un autre partenariat avec le ministère de la Santé, ce fut celui de la grippe aviaire. Donc dans le cadre d'une crise sanitaire, l'objectif c'était de relayer l'information de manière très rapide sur tout le territoire. Étant donné l'implantation de l'UTIP sur tout le territoire, donc l'occasion s'y prêtait. Donc le but c'était de préparer les pharmaciens à une éventuelle pandémie. L'UTIP a formé 10 000 pharmaciens en 3 mois. Et je vais quand même juste vous parler aussi du CESPharm, puisque c'est un organisme que certains, ou en tout cas beaucoup, connaissent bien. Donc on a travaillé beaucoup sur certaines journées, notamment sur l'éducation thérapeutique du patient asthmatique et sur des soirées comme le diabète ou l'ostéoporose. Et juste un partenariat un peu inhabituel qui est EDF, où dans le souci de protéger les populations
près des centrales nucléaires, il avait été demandé justement de distribuer des comprimés d'iode à la population par l'intermédiaire des pharmacies. Et l'UTIP est intervenu justement pour former les gens sur la prévention. Je m'arrêterai là. Je dirais juste que la formation continue, nous à l'UTIP, on est persuadés qu'effectivement c'est un levier stratégique de développement des pratiques. On a pu le démontrer à l'occasion de ce que j'appelle les évolutions incrémentales ou de rupture, notamment par rapport à l'informatisation des officines qui a eu lieu dans les années 80, donc où la formation continue à jouer un grand rôle dans l'informatisation des officines, dans la sortie des médicaments issus de la réserve hospitalière. La grippe aviaire, j'y reviens pas, mais également dans les nouvelles missions, où on est très très présent, notamment dans les entretiens pharmaceutiques ou l'éducation thérapeutique. Bref, tout ceci pour vous dire que la formation continue a contribué à l'évolution et l'adaptation des pharmaciens, des pratiques officinales aux besoins des patients. Elle a accompagné les virages stratégiques de la profession et elle a permis d'asseoir, me semble-t-il, le pharmacien, ou en tout cas en devenir, comme acteur de santé incontournable. Et j'ai quand même juste une petite dernière question. La formation continue, est-ce une dépense ou un investissement ? Alors on s'est amusé à poser la question à beaucoup de pharmaciens et on leur a demandé combien pensez-vous qu'on dépense en formation en pourcentage de masse salariale. Donc dans les grandes entreprises, la réponse était 4% de la masse salariale. Dans les secteurs à renouvellement rapide tels que les nouvelles technologies, donc du groupe, ça part du groupe Apple, Google, etc., etc. Donc dans ces secteurs-là, c'était 10 à 12%. Dans les secteurs à évolution lente, type sidérurgie, c'était de l'ordre de 1%. Que croyez-vous qu'il en fut pour la pharmacie d'officine, sachant que elle appartient au secteur à nivellement rapide. Et je vous rappelle le pourcentage, 10 à 12%. Bravo. Entre 0,5 et 0,8%. Alors, on est en droit de se poser la question de l'obsolescence programmée de la profession. Et je vous laisse méditer sur la question. Merci. Merci beaucoup, Nassima, de nous avoir présenté de manière aussi synthétique. Et je sais que ça a demandé de gros efforts pour arriver en un quart d'heure à exposer ce que fait l'UTIP, comment elle le fait, ce qu'elle développe et quelles méthodes de formation. Je te remercie donc. Et je voudrais passer la parole à Gilles Lanier, donc, qui va nous dire, lui, comment financer ce qu'on appelle le DPC, qui est le développement professionnel continu, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes que les gens ne vont pas suivre. Alors, Gilles Lanier, ce n'est pas la première fois que nous le recevons, il a déjà participé à Officine Expo, il y a très longtemps. Il a une carrière extraordinaire hospitalo-universitaire qui serait très longue à détailler. Il est cadre de réserve militaire. Il a obtenu des distinctions, et non des moindres, parce qu'il a eu la Légion d'honneur, une distinction de l'Académie nationale de la pharmacie, le prix adéquation pour l'hygiène et le matériel médico-chirurgical de pharmacie hospitalière. C'est le président de la commission scientifique indépendante au niveau de l'OGDPC, l'organisme de gestion du développement professionnel continu. Gilles Lanier est membre de plusieurs sociétés savantes. Il a assumé notamment des responsabilités au niveau de 5 d'entre elles. Il est membre de la Société européenne de pharmacie clinique. Il a occupé également des responsabilités au niveau de la Fédération internationale, puisqu'il a été secrétaire général et membre du bureau également, secrétaire général pour tout ce qui est pharmacie hospitalière, donc la section hospitalière, et membre du Board of Pharmaceutical Practices, membre donc du bureau pour les pratiques pharmaceutiques. Il a été également membre du comité exécutif. Je vous assure que ça a été, je ne sais pas comment pouvoir vous le présenter. Il participe à la recherche biomédicale, il a développé donc des travaux au niveau pour les essais cliniques. Allez Nadia, je vais enchaîner. Alors écoute, très rapidement, tu es consultant également pour l'OMS sur
sur tout ce qui est risque système de santé d'abord, le rôle du pharmacien dans le système de santé, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, et également le pharmacien au niveau des risques sanitaires, ce qui a été évoqué donc ce matin par rapport aux pathologies émergentes, etc. Donc il a beaucoup travaillé également sur les dispositifs médicaux, sur ce développement professionnel continu où il intervient énormément. Donc il préside cette commission. Il a à son actif 17 ouvrages portant sur la pharmacie clinique, l'Incompatext, le dictionnaire européen des médicaments. Il a le développement également de logiciels et de films pédagogiques. Je vous assure qu'il reste beaucoup à dire sur Gilles Lanier. Et donc nous lui donnons une quinzaine de minutes pour faire le tour de la question. C'est une prouesse, mais on va voir si... Merci Nadja. D'abord, merci aux organisateurs de l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter, et puis du plaisir aussi, parce que j'aime beaucoup cette ville et j'aime beaucoup ce pays. Donc je suis très content. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le développement professionnel continu. Comme vous l'avez bien compris à l'exposé de Luc Besançon, ce n'est pas franco-français, mais c'est bien une évolution mondiale. Alors vous voyez que la France a essayé de rendre obligatoire la formation continue des professions médicales et paramédicales et de financer sur des fonds publics cette formation. Compte tenu des enjeux, vous voyez que ça a pris un certain temps. Alors aujourd'hui, la base légale, vous l'avez, je crois que c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est de bien voir ce qu'est le DPC. Le DPC, c'est bien sûr le perfectionnement des connaissances, mais c'est aussi l'évaluation des pratiques, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et la prise en compte des priorités de santé publique. Et vous voyez que DPC, c'est évaluation des pratiques professionnelles, vous allez me l'entendre répéter, et formation pharmaceutique continue pour ce qui nous concerne, et c'est devenu une obligation individuelle pour chaque pharmacien. L'objectif étant bien d'avoir un cercle vertueux permettant, à partir d'une analyse des pratiques professionnelles, de perfectionner ses connaissances et d'améliorer son activité. Améliorer son activité, même si c'est individuel, elle doit se faire dans le cadre collectif et interdisciplinaire. C'est quelque chose qui a été bien vu maintenant en France à l'hôpital, qui est plus balbutiant, je dirais, mais extrêmement important en ambulatoire. Donc la base, c'est un programme de DPC qui doit être suivi par chaque professionnel médical ou paramédical, nous le verrons. Ces programmes de DPC doivent être faits à partir d'orientations nationales. Les régionales, elles figurent dans le texte, mais on les attend encore. De temps en temps, ça a déjà été dit, il y a des textes et puis ils ne sont pas appliqués. Alors, si on regarde les orientations, premier type d'orientation, c'est 2013. Vous allez voir qu'il y avait 6 orientations principales. Nous allons passer rapidement en revue. Et je vous ai souligné en rouge, comme je laisserai mes diapos, celles qui concernent plus la pharmacie, plus la thérapeutique. Alors, ces orientations, c'était contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients, c'est contribuer à l'amélioration de la relation de professionnels de santé et patients. Alors vous voyez en insistant sur le bon usage et l'éducation thérapeutique. C'est contribuer, c'est très important, à la qualité, à la sécurité des soins ainsi qu'à la gestion des risques. Et là, vous avez une longue liste d'orientations. Et puis, plus secondairement, contribuer à l'amélioration des relations entre professionnels de santé, avec ce volet pluriprofessionnel qui est extrêmement important. Et quand je dis pluriprofessionnel, pour nous pharmaciens, c'est bien médecins et pharmaciens, parce que c'est dans ce cadre-là que ça doit se jouer. Les 2 autres orientations, je vais passer vite, c'est la santé environnementale. On en a beaucoup parlé ce matin, donc je passe rapidement. Et puis, c'est la conformité au Code du travail. Passons, on est un peu plus loin des problèmes. Ces orientations étaient un peu trop larges, et donc les orientations 2016-2018
ont été plus recentrées. Elles ont été recentrées sur des orientations sur la politique nationale de santé. Alors, je ne vous ai pas mis la liste complète. Il y en a une douzaine, mais je vous en ai mis quelques-unes qui paraissent importantes pour nous. Renforcer la prévention et la promotion de la santé, faciliter au quotidien les parcours de santé, ça c'est un élément très important avec le lien ville-hôpital-ville, hôpital-ville-hôpital, et pour garantir la pérennité de notre système de santé. Parallèlement, il y a eu des orientations qui ont été mises profession par profession.